Il m'a trompée en silence. Mais ce n'est pas ça qui a détruit notre mariage. Il y a des femmes qui quittent tout après une grande dispute. Moi, je suis partie à cause d'une tasse de café. Ce matin-là, mon mari l'a renversé sur la nappe. Tu vas le nettoyer, bien sûr. Le café s'est étalé lentement. Je me suis levée, comme toujours, pour nettoyer. Et lui, il a souri. Pas à la maladresse, pas à la scène, à moi. À la façon dont mon corps s'était levé avant même que j'y pense. Comme un réflexe, comme un service acquis. Comme une femme qui ne se demandait même plus si elle existait en dehors de ce qu'elle faisait pour les autres. Ce n'est pas l'histoire d'une femme qui a explosé. C'est l'histoire d'une femme qui a fini par voir. Et parfois, voir c'est plus violent que n'importe quelle trahison. Je me suis longtemps demandé à quel moment exact tout avait basculé. Pendant des années, j'ai cru que les grandes ruptures arrivaient avec du bruit. Une porte claquée, un cri, une humiliation de trop, un scandale. Quelque chose qu'on peut raconter facilement parce qu'il y a un avant très net et un après très net. Quelque chose qui permet de dire « voilà, c'est là que tout a changé ». Mais dans ma vie, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans ma vie, tout a changé autour d'une tasse de café. Il avait posé ses coudes trop près de la table. La tasse avait glissé. Le café s'était répandu sur la nappe blanche que j'aimais tant, celle que je réservais au matin calme, quand la maison était encore silencieuse et que j'essayais de croire que la journée pouvait commencer doucement. La tasse avait failli tomber. Elle n'était pas tombée. Moi, je m'étais levée tout de suite. Sans réfléchir, j'étais déjà en train de chercher un torchon pendant qu'il essuyait à peine ses doigts. Et puis j'ai vu ce sourire. Un sourire très léger, presque invisible. Le genre de sourire qui ne veut rien dire pour quelqu'un qui regarde de loin. Mais moi, je l'ai reconnu. Je l'avais déjà vu des milliers de fois. Ce n'était pas un sourire de gratitude. Ce n'était pas un sourire d'excuse. C'était le sourire tranquille de quelqu'un pour qui tout était normal. Le sourire d'un homme qui ne se demande même plus qui tient sa vie debout, parce que sa vie tient debout depuis si longtemps, grâce à la même personne qu'il a cessé de regarder. Ce matin-là, pour la première fois, je n'ai pas seulement vu son sourire. J'ai vu ce qu'il disait. Il disait « bien sûr que tu vas te lever ». Il disait « bien sûr que tu vas nettoyer ». Il disait « bien sûr que tu seras là ». Il disait « bien sûr que tout continuera comme avant ». Et ce matin-là, quelque chose en moi a répondu, dans un endroit très calme, très profond, « non, pas cette fois. Je m'appelle Joël. J'ai grandi à Lomé, dans une maison où il n'y avait pas de luxe, mais où il y avait une forme de dignité simple. On ne se plaignait pas beaucoup. On apprenait surtout à être raisonnable, à ne pas vouloir plus que ce qui semblait possible, à ne pas rêver trop grand si on n'avait pas les moyens de soutenir ses rêves. Chez nous, on valorisait le sérieux, la discrétion, la modestie. J'étais exactement le genre d'enfant qu'on félicite parce qu'elle ne dérange pas. Je travaillais bien à l'école. J'étais poli. Je faisais ce qu'on attendait de moi. J'aimais les chiffres. J'aimais l'ordre. J'aimais les cahiers propres, les colonnes bien tenues, les plans qu'on fait à l'avance. Très tôt, j'ai compris que j'avais une tête pour organiser, pour prévoir, pour structurer. À 23 ans, j'avais obtenu mon diplôme de comptabilité et de gestion. Mention bien. Je m'en souviens encore parce que ce jour-là, j'avais regardé mon nom, imprimé sur le diplôme avec une émotion très particulière. Pas une émotion spectaculaire. Quelque chose de plus silencieux. La sensation d'exister par moi-même. D'avoir bâti quelque chose qui portait mon nom et mon effort. J'avais trouvé un poste dans une entreprise de gestion à Lomé. Ce n'était pas un poste prestigieux, mais c'était un vrai début, et pour moi, ça comptait. À cette époque-là, j'avais un cahier, un vieux cahier à couverture bleue, un peu gondolé sur les bords, dans lequel j'écrivais tout ce que je n'osais pas dire à voix haute. Des idées de service, des notes sur l'éducation financière, des brouillons de formation, pour des femmes qui géraient seul un commerce ou un foyer sans jamais avoir appris à lire un contrat, à organiser une épargne, à distinguer un besoin d'une urgence. J'écrivais aussi des choses plus simples. Voyager une fois par an, avoir mon bureau, ne jamais dépendre de quelqu'un au point d'avoir peur de partir. Je n'en parlais presque à personne, parce que certaines femmes apprennent très tôt à cacher leurs ambitions comme on cache un objet fragile, pas parce qu'elles en ont honte, mais parce qu'elles savent très bien ce qu'on leur répondra. Tu vises trop haut, tu te compliques la vie, sois déjà contente de ce que tu as. Puis j'ai rencontré Patrick. Patrick avait cette qualité que certaines personnes possèdent naturellement. Quand elles entrent dans une pièce, l'air change. Il était beau, oui, mais ce n'était pas seulement ça. Il était sûr de lui, à l'aise, rapide. Il parlait comme quelqu'un qui ne doute jamais d'avoir sa place. Et pour une femme comme moi, qui avait grandi en prenant le moins de place possible,
Ce genre d'assurance ressemble parfois à de la force. Il me regardait comme si j'étais précieuse, comme si j'étais différente, comme si j'étais enfin visible. Aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'il y a des regards qui ne vous voient pas vraiment. Ils vous choisissent. Ce n'est pas la même chose, mais à l'époque, je ne le savais pas. Quand Patrick me regardait, j'avais l'impression d'être sortie du décor. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. J'avais 25 ans. Je me souviens du jour du mariage avec une netteté presque douloureuse. Le bruit des chaises qu'on déplace, les tantes qui donnent des conseils qu'on n'écoute qu'à moitié, le tissu qui serre un peu sous les bras, les sourires sur les visages. Et cette pensée, précise, nette, presque honteuse aujourd'hui. Enfin quelqu'un à qui appartenir. Il m'a fallu des années pour comprendre à quel point cette phrase était dangereuse. Peu de temps après notre mariage, Patrick a reçu une mutation professionnelle pour Abidjan. Une belle opportunité, disait-on. Une avancée pour lui. Une chance pour notre jeune couple. Tout le monde semblait heureux pour nous. Moi aussi, je crois. Ou du moins, j'ai voulu l'être. J'ai quitté mon poste. Patrick m'a dit « Tu trouveras quelque chose là-bas ». Il l'a dit avec cette assurance tranquille qui fait croire que tout est simple quand ce n'est pas lui qui doit recommencer à zéro. Je suis arrivée à Abidjan avec 2 valises, mes diplômes, mon cahier et cette conviction, très féminine qu'un sacrifice fait par amour finirait forcément par être reconnu. Je me trompais. Au début, j'ai vraiment cru que c'était provisoire. Le temps de nous installer, le temps de comprendre la ville, le temps que Patrick prenne ses marques dans son nouveau poste. Ensuite, je chercherai. Ensuite, je reprendrai ma vie professionnelle. Ensuite, je relirai mon cahier. Ensuite, je penserai à moi. Mais la vérité, c'est qu'il y a des « ensuite » qui n'arrivent jamais si personne ne les protège. Très vite, il a fallu tenir la maison. Puis il y a eu le premier enfant, puis le deuxième, puis les rendez-vous médicaux, puis les inscriptions, puis les devoirs, puis les courses, puis les réceptions liées au travail de Patrick, parce qu'un homme qui monte a besoin d'une maison qui ne tremble pas derrière lui. Il a besoin de chemises repassées, d'enfants présentables, d'un dîner qui arrive à l'heure, d'un salon accueillant, d'une femme qui sait sourire aux bonnes personnes et disparaître au bon moment. Je ne me suis pas réveillée un matin en décidant d'abandonner ma vie. Je l'ai déposée par petits morceaux. Un jour ici, un renoncement là, une attente de plus, une fatigue de trop. Le pire, ce n'est pas qu'on s'habitue à donner. Le pire, c'est qu'on finit par appeler ça de l'amour. Patrick rentrait le soir et trouvait tout en ordre. Les enfants couchés ou presque. Les papiers rangés, les repas prêts. La logistique invisible parfaitement exécutée. Et parce que ce travail ne faisait pas de bruit, il avait l'air de se faire tout seul. C'est ça, le piège. Quand une femme tient tout sans se plaindre, on finit par croire que rien ne lui coûte. Au début, il me demandait encore comment s'était passée ma journée. Ensuite, il a surtout commencé à me demander si j'avais pensé à appeler l'école, à régler tel problème, à confirmer telle présence, à retrouver tel document. Il ne me parlait plus vraiment de moi. Il me parlait de ce que je gérais. Je n'étais plus une femme avec une vie intérieure. Des idées, une fatigue, des projets. J'étais devenue l'infrastructure. Il y avait aussi ces petites phrases. Jamais assez brutales pour qu'on les raconte en pleurant à quelqu'un. Jamais assez claires pour pouvoir dire « Voilà, il m'a brisé ici ». C'était plus subtil, plus propre, plus difficile à attraper. Quand je donnais mon avis sur un sujet financier, il répondait parfois « Oui, enfin, le terrain réel ». C'est un peu plus complexe. Quand j'évoquais l'idée de reprendre un emploi, il disait « Avec les enfants, est-ce que c'est bien raisonnable maintenant ?» Quand je ressortais une idée du cahier, il souriait « Tu réfléchis trop ». Ou bien « C'est intéressant, mais ce n'est pas le moment pour toi ». Toujours ce « pour toi », comme si mon calendrier intérieur lui appartenait. Le plus troublant, c'est que je ne le détestais pas. J'étais même sincèrement convaincue qu'il voulait notre bien. Je pensais juste qu'il me connaissait mieux que moi-même. C'est une pensée terrible, ça. Confier à quelqu'un d'autre l'autorité sur vos propres possibilités. Les années ont passé comme ça, pas dans le drame, dans l'usure. Et puis un jour, j'ai appris qu'il me trompait. Je n'ai pas découvert ça de la façon spectaculaire qu'on imagine. Il n'y a pas eu de téléphone laissé ouvert, pas de parfum inconnu, pas de scène dans un parking. C'est une amie commune qui me l'a dit. Elle me l'a dit avec cette gêne particulière des gens qui réalisent, en plein milieu d'une phrase, qu'ils viennent peut-être de révéler quelque chose que tout le monde savait sauf la personne principale. Elle m'a demandé si j'étais au courant. Je me souviens encore de ce silence. Dans ce silence, il y avait 2 ans. 2 ans de mensonges. 2 ans avec une collègue. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée. J'ai préparé le dîner. Les enfants ont mangé.
Patrick est rentré, il a posé ses clés. Il a demandé ce qu'on mangeait. Il s'est assis, il a mangé, moi je l'ai regardé pendant tout le repas. Pas d'une façon dramatique, pas avec des larmes dans les yeux. Je crois même que c'est ça qui m'a fait le plus peur. Je le regardais comme on regarde un étranger dont on reconstitue le visage, sa façon de tenir sa fourchette, ses messages qu'il consultait entre deux bouchées, sa fatigue jouée, ses soupirs de fin de journée. Je cherchais le moment où l'homme que j'avais épousé avait disparu. Je ne le trouvais pas. Peut-être parce qu'il n'avait pas disparu d'un coup. Peut-être qu'il avait seulement cessé d'avoir besoin d'être honnête avec moi depuis très longtemps. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais ce n'est pas l'infidélité qui m'a brisé en premier. L'infidélité, étrangement, je pouvais encore essayer de la ranger quelque part, la réduire à une faiblesse, à un ego, à une lâcheté. Je n'excuse rien, mais on peut encore raconter une infidélité. On peut la nommer, on peut la montrer. Ce qui m'a véritablement coupé en deux est arrivé une semaine plus tard. Une ancienne collègue de travail, qui connaissait Patrick de loin, m'a appelé pour me féliciter. Sa voix était enthousiaste. Elle me parlait d'un projet prometteur, d'une activité de conseil en finances personnelles que Patrick était, selon elle, en train de structurer. Elle avait entendu dire que l'idée venait de quelqu'un de très créatif. Dans son entourage, elle pensait à moi, elle me disait que ça me ressemblait. J'ai cru que j'allais lâcher le téléphone, parce que cette idée-là, ce projet-là, cette architecture-là, c'était la mienne. Je l'avais écrite dans mon cahier 3 ans plus tôt, développée sur plusieurs pages. Je lui en avais parlé un soir, à moitié timidement, à moitié fièrement. Je me souviens même de la scène. Les enfants dormaient, j'étais assise sur le bord du lit avec mon cahier ouvert. Je lui expliquais qu'il y avait un vrai besoin. Des femmes géraient de l'argent sans outils, sans accompagnement, sans stratégie. Il y avait des formats simples, accessibles, utiles. Des ateliers, des accompagnements, des modules. Il m'avait écouté d'une oreille, puis il avait dit « C'est bien, mais ce n'est pas le moment pour toi. » À l'époque, j'avais refermé le cahier en croyant qu'il parlait de timing. En réalité, il parlait de propriété. Il n'avait pas oublié mon idée. Il l'avait prise, et il ne s'était pas contenté de la prendre pour lui. Il l'avait sortie de ma bouche, de mon cahier, de ma vie. Il l'avait offerte ailleurs. À cette autre femme, ils la construisaient ensemble. Peut-être qu'ils en parlaient dans des cafés. Peut-être qu'ils riaient des ajustements à faire. Peut-être qu'elle admirait sa vision, sa finesse, sa créativité. Peut-être qu'il la regardait comme il m'avait regardé, moi, au début. J'aurais presque préféré qu'il vole de l'argent. Parce que l'argent, ça se compte. Mais quand quelqu'un vole une idée qu'on n'a jamais osé défendre soi-même, il vole aussi la version de vous qui aurait pu exister. Ce jour-là, j'ai compris que Patrick ne m'avait pas seulement trompé. Il m'avait utilisé comme une réserve de soins, une réserve de stabilité, une réserve d'idées, une réserve de silence. Et ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est même pas de voir ce qu'il avait pris. C'est de réaliser à quel point je lui avais moi-même appris qu'il pouvait prendre sans demander. Je n'ai rien dit tout de suite. Pas par peur. Pas cette fois. Je crois que quelque chose en moi était déjà en train de changer. J'avais besoin de comprendre. Pas l'affaire, moi. Depuis, combien de temps avais-je cessé d'exister? À mes propres yeux? À quel moment j'étais devenue si effacée que même le vol de mes rêves pouvait presque passer, inaperçu si personne d'autre ne le nommait? C'est à ce moment-là que j'ai appelé ma sœur Afi. Nous ne nous étions pas disputés. Il n'y avait eu aucun grand conflit. C'était pire que ça. Nous nous étions perdus doucement. Les appels reportés, les nouvelles trop brèves, les anniversaires célébrés à distance avec des messages convenables. Quand une femme donne toute son énergie dans une seule direction, les autres liens ne cassent pas toujours. Ils pâlissent. Afi a décroché à la première sonnerie. Je n'oublierai jamais sa voix. Elle a dit mon nom comme si elle m'attendait depuis longtemps. Joël, enfin. J'ai répondu quelque chose de banal. J'ai dit que j'appelais juste pour prendre des nouvelles. J'ai dit que tout allait bien. Elle m'a laissé parler quelques secondes, puis elle a dit non. Pas agressivement, pas comme une accusation, comme un constat. J'ai demandé « Comment tu sais ?» Elle a dit « Parce que tu appelles ». Nous avons parlé pendant 2 heures. 2 heures pendant lesquelles ma sœur a posé des mots là où je mettais du brouillard. Depuis 10 ans. Elle m'a dit que ma mère s'était inquiétée, qu'elle n'osait pas trop parler, parce qu'elle avait peur qu'on lui reproche de se mêler de mon mariage. Elle m'a dit que certaines de mes anciennes amies avaient remarqué que je n'étais plus la même, après mon départ, moins vive, moins présente, toujours pressée, toujours en train de justifier Patrick, les enfants, la fatigue, la maison, les contraintes. Elle m'a dit quelque chose que je n'étais pas prête à entendre. Tout le monde voyait que tu t'éteignais.
Tout le monde sauf toi. J'aurais pu ressentir de la honte. À la place, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, comme un bandage que j'avais gardé si longtemps qu'il était devenu une deuxième peau. Les jours suivants, j'ai repris contact avec 2 anciennes amies du lycée. Pas beaucoup, juste assez pour retrouver le son de ma voix d'avant. Avec elles, j'ai entendu revenir des phrases que je n'utilisais plus. Je pense que, j'aimerais, je n'aime pas, je veux. C'est étrange de redécouvrir qu'on a une opinion en dehors de la gestion du quotidien. C'est presque violent. Au début, ça fatigue, ensuite, ça réveille. Puis j'ai retrouvé mon cahier. Il était au fond d'un carton, sous des vêtements que je ne mettais plus. Quand je l'ai ouvert, j'ai eu l'impression de tomber sur une version de moi que j'avais abandonnée dans une pièce, fermée sans lumière. Mon écriture, mes listes, mes plans, mes ambitions raisonnables et précises. Rien d'extravagant, rien de fantasque. Une femme de 22 ans qui savait déjà ce qu'elle valait et qui ne demandait même pas le monde, seulement sa place. Je l'ai relu d'un bout à l'autre. Et cette nuit-là, j'ai pleuré, une seule nuit. Pas d'une manière élégante, pas avec de jolies larmes silencieuses. J'ai pleuré avec le corps, avec la gorge, avec les années, avec la fatigue, de toutes les fois où j'avais compris quelque chose et décidé de ne pas le regarder. J'ai pleuré pour la jeune femme au diplôme, pour la mère qui croyait bien faire, pour l'épouse qui confondait patience et disparition. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de voix. Et le lendemain matin, j'ai commencé à construire. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils imaginent que la force ressemble à un départ brutal, à une valise fermée en urgence, à un grand discours. Pour moi, la force a ressemblé à des démarches, des rendez-vous, des documents, de la méthode. J'étais comptable de formation. J'avais passé trop d'années à structurer la vie des autres, pour ne pas savoir structurer la mienne une fois réveillée. J'ai pris rendez-vous avec une avocate, pas pour raconter mon malheur, pas pour qu'on me dise quoi faire, pour savoir, pour comprendre mes droits, mes options, les conséquences, les protections possibles, les étapes concrètes. Elle s'appelait Maître Adjo. Elle avait à peu près mon âge. Elle écoutait peu, mais elle entendait bien. Elle a regardé mes papiers, elle a posé les bonnes questions. Elle ne m'a ni poussé ni freiné. Elle m'a parlé comme on parle à une adulte lucide. Je ne saurais pas dire à quel point ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai ouvert un compte bancaire personnel. Le geste a l'air simple quand on le raconte. Mais je me souviens de ma main sur le stylo, de la façon dont j'ai écrit mon nom, mon seul nom. Comme si je signais la preuve que j'existais encore, administrativement, mentalement, moralement. À ce moment-là, je n'avais presque rien à y mettre. Mais ce compte n'était pas vide. Il contenait une intention. J'ai ressorti mes diplômes du fond de l'armoire. Je les ai posés sur le bureau de la chambre d'amis. J'ai lu mon nom dessus. Joël Agbeko, diplôme de comptabilité et gestion. Mention bien. J'ai regardé ces papiers comme on regarde un témoin ancien qui vous reconnaît malgré les années. Cette personne-là existait encore. Elle n'était pas morte. Elle avait été mise en veille. Ce n'est pas pareil. Ensuite, j'ai recommencé à travailler sur mon idée. Pas celle qu'il était en train de détourner avec sa collègue. La mienne, dans ma logique. Avec mon regard, je savais que je ne pourrais pas faire grand au départ. Je n'avais ni réseau puissant, ni fonds importants, ni position sociale impressionnante. Mais j'avais quelque chose d'autre. J'avais la connaissance du besoin réel. J'avais l'expérience du manque. Et j'avais enfin cessé d'attendre une permission. Les semaines qui ont suivi ont été presque étrangement calmes. Je préparais les repas. J'accompagnais les enfants. J'organisais la maison. Extérieurement, rien n'avait l'air de changer. C'est aussi pour ça qu'il n'a rien vu. Patrick me regardait si peu en profondeur qu'il ne remarquait pas la différence entre une femme soumise et une femme en préparation. Pourtant, tout avait changé. Je ne faisais plus les choses de la même manière. Je ne les faisais plus à partir du même endroit intérieur. Je ne m'effaçais plus. J'observais, je notais, je préparais. Et puis il y a eu ce soir, un soir ordinaire. C'est souvent comme ça que les vraies scènes arrivent. Pas avec une musique dramatique, pas sous l'orage, dans une lumière banale, entre deux habitudes. Patrick était rentré plus tôt. Il était de bonne humeur, avec cette légèreté des gens pour qui la vie tourne bien parce que d'autres absorbent le coût du fonctionnement. J'étais installé devant mon ordinateur. J'avais ouvert plusieurs fichiers, un business plan, des tableaux de financement, une ébauche d'offres de services, quelques projections modestes mais solides. Il s'est approché et il a regardé l'écran par-dessus mon épaule. Il a lu quelques lignes, puis il a demandé « C'est quoi ça ?» J'ai répondu « Un projet ». Il a attendu un peu, comme s'il était certain qu'une réponse plus complète allait venir.
comme si ma phrase n'était qu'une introduction avant l'essentiel, c'est-à-dire avant quelque chose qui le concernerait lui. Puis il a demandé « Quel projet ?» J'ai dit « Le mien ». Il y a eu un silence. Je me souviens parfaitement de son visage. Pas en colère, pas encore moqueur. D'abord surpris, presque amusé, comme si l'idée elle-même était trop improbable pour représenter une menace. Ensuite, il y a eu ce sourire, celui que je connaissais trop bien. Ce sourire un peu condescendant, un peu tendre en apparence, mais construit sur une conviction simple. Tu ne vas pas au bout. Puis il a dit, « Toi, une entreprise ? À ton âge ? Tu n'as plus travaillé depuis 10 ans, Joël. » Cette phrase, je l'ai reçue dans un calme absolu, parce qu'à cet instant précis, elle ne me blessait plus. Elle me révélait juste tout ce que j'avais besoin de savoir. Voilà ce qu'il pensait de moi. Voilà ce qu'il avait fait de 10 ans de ma vie. Une preuve contre moi. Voilà comment il interprétait mon retrait du monde professionnel. Non pas comme un sacrifice commun, comme une invalidation. Il me regardait comme si j'étais devenue périmée pendant qu'il prospérait. J'ai levé les yeux vers lui. Je l'ai regardé vraiment, sans attendre son approbation, sans chercher à le convaincre, sans me justifier. Et j'ai dit « Oui ». Un seul mot. Mais dans ce mot, il y avait mon diplôme, mon cahier, ma sœur, ma nuit de larmes, mes enfants, ma fatigue, mon réveil, tout. Oui. Oui, c'est mon projet. Oui, je sais ce que je fais. Oui, tu ne décideras plus de ce qui est possible pour moi. Il n'a pas su quoi répondre. Je crois que c'était la première fois en 10 ans qu'il ne savait pas immédiatement quelle phrase utiliser pour me réduire à quelque chose de plus petit. Il est resté là une seconde de trop, puis il est retourné au salon. Et moi, j'ai continué à travailler. À partir de ce soir-là, quelque chose s'est inversé. Ce n'était plus moi qui vivais dans son rythme. C'était lui qui commençait à sentir, sans encore le comprendre, que je sortais de l'espace qu'il contrôlait. Il a essayé de redevenir plus présent, de poser quelques questions, de faire semblant de s'intéresser à certaines choses. Mais c'était tard. Quand on a été trop longtemps ignoré, on reconnaît très vite l'attention stratégique. Elle ne répare rien, elle confirme juste qu'on dérange enfin. 3 semaines plus tard, j'ai demandé le divorce. Il ne m'a pas prise au sérieux. Il a d'abord cru à une fatigue passagère. Il a dit que je traversais quelque chose, que j'étais influencée, que je devais me reposer. Il parlait comme on parle à quelqu'un dont on suppose encore qu'il va revenir à sa place d'origine. Puis je lui ai dit, très calmement, que j'étais prête à discuter dans un cadre de médiation, mais que ma décision était prise. C'est quand Maître Adjo a envoyé les documents qu'il a compris. Je revois encore sa réaction. Pas la douleur, pas le regret. D'abord l'incrédulité, comme si l'inacceptable pour lui n'était pas ce qu'il avait fait, mais le fait que moi j'agisse. Il m'a demandé depuis quand je préparais ça. J'ai failli rire. Depuis quand ? Depuis 10 ans au fond, depuis toutes les fois où je m'étais tue. Depuis toutes les fois où j'avais déplacé mes limites pour préserver une paix qui me coûtait trop. Il a tenté les excuses. Je l'ai laissé parler. Il a parlé de pression, de confusion, d'erreur, de faiblesse. Il a parlé de l'autre femme comme d'un accident qui avait pris trop de place. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit qu'il ne mesurait pas. Il a dit qu'on pouvait reconstruire. Il a dit beaucoup de choses que j'aurais peut-être voulu entendre plus tôt. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Puis j'ai répondu. Je t'aurais cru il y a 10 ans. Peut-être même il y a 5 ans. Je ne peux plus. Pas parce que je suis en colère. Parce que je ne veux plus construire sur quelque chose qui a été brisé autant de fois. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a compris que je lui échappais réellement, pas émotionnellement, structurellement. Alors il a tenté les enfants. C'est presque toujours là que les choses se resserrent. Il a dit qu'ils avaient besoin de leurs 2 parents ensemble, que je ne pouvais pas leur faire ça, que la famille valait plus que les blessures d'adultes. Il disait « la famille », comme si je n'avais pas été celle qu'il avait portée seule à bout de bras pendant des années. Ce soir-là, j'ai parlé séparément à mes enfants. Je ne leur ai pas donné les détails. Je n'ai pas transformé leur père en monstre. Je n'avais pas besoin de ça. Je leur ai dit simplement la vérité. Leur père et moi allions nous séparer. Ce n'était de la faute d'aucun d'eux. Ils avaient le droit d'aimer leurs 2 parents. Ils n'avaient pas à choisir un camp affectif pour survivre à notre décision. Ma fille m'a regardé très longtemps. Elle avait 15 ans, cet âge fragile où les enfants voient tout et parlent peu. Puis elle m'a dit « Maman, on le sait depuis longtemps que ça n'allait pas. Tu n'avais pas à rester pour nous. Je ne crois pas qu'il existe beaucoup de phrases capables de traverser un corps entier. Celle-là l'a fait, parce qu'en une seconde, j'ai compris 2 choses insupportables. La première, c'est que mes enfants me voyaient souffrir depuis plus longtemps
que je ne l'admettais. La deuxième, c'est que ma souffrance avait été leur école. Ils avaient appris l'amour en me regardant me taire. Ils avaient appris le couple en me regardant rétrécir. Ils avaient appris la paix en la confondant avec l'effacement. Je ne me suis pas effondrée devant eux. Mais cette nuit-là, seule, j'ai ressenti une douleur différente de toutes les autres. Non plus celle d'être trahie comme épouse. Celle d'avoir transmis, malgré moi, un mauvais alphabet émotionnel à mes propres enfants. Et en même temps, leurs mots m'ont aussi sauvée. Parce qu'ils m'ont montré qu'ils me voyaient encore, que je n'étais pas devenue transparente pour tout le monde. Que quelque part, mon vrai visage n'avait pas totalement disparu. Quand le moment est venu de décider de l'organisation, ils ont choisi de vivre avec moi. Patrick ne s'y attendait pas. Moi non plus, à vrai dire. Je ne leur ai pas demandé de prendre parti. Mais ils avaient leur propre lecture des années passées. Les enfants entendent les silences mieux que les adultes. La séparation n'a pas été facile. Aucune séparation ne l'est quand il faut redessiner le quotidien, l'argent, les habitudes, les présences, les absences. Il a fallu apprendre à vivre dans un espace plus petit, avec des marges plus serrées, des peurs nouvelles, des routines à réinventer. Il a fallu aussi supporter les regards. Les gens qui demandent sans demander, les gens qui supposent, les gens qui vous jugent en secret, surtout quand vous avez été longtemps la femme d'eux. Il a fallu porter mon propre nom à nouveau, non plus comme un détail administratif, mais comme une identité entière. Et puis il a fallu travailler. Vraiment. J'ai lancé mon activité avec presque rien. Une table, un ordinateur, quelques contacts, une énergie tardive mais ferme. J'ai commencé petit. Des ateliers modestes, des accompagnements individuels, des sessions dans des associations de femmes, parfois 5 participantes, parfois 2, parfois une seule personne en face de moi, mais une personne qui repartait avec quelque chose de concret qu'elle n'avait jamais appris ailleurs. Comment lire un contrat? Comment distinguer une dette d'un investissement? Comment créer une épargne même minuscule? Comment regarder l'argent sans honte ni peur? Comment ne plus signer n'importe quoi? Comment ne plus remettre toute sa sécurité entre les mains de quelqu'un d'autre? J'ai appelé mon activité Agbeco Conseil. Mon nom, pas un nom chic inventé pour paraître plus grand, mon nom. Parce que je voulais travailler à découvert. Parce que je ne voulais plus me cacher derrière personne. Au début, j'étais épuisée. Il y a un romantisme mensonger autour des reconstructions. On raconte souvent la Renaissance comme une montée lumineuse. On oublie le doute, la paperasse, les refus, l'argent qui manque, les journées trop longues, les nuits à recalculer. On oublie les moments où l'on se demande si on n'a pas quitté une cage pour entrer dans l'incertitude pure. Il y a eu des jours comme ça, des jours où je regardais mes comptes avec le ventre serré. Des jours où j'avais peur d'avoir tout compris trop tard. Des jours où je me demandais si Patrick n'avait pas eu raison sur un seul point. Est-ce que je pouvais vraiment revenir dans le monde professionnel après tant d'années? Mais chaque fois que ce doute revenait, il se passait quelque chose de très simple. Une femme me remerciait. Une participante revenait avec un carnet rempli. Une commerçante me disait qu'elle avait enfin séparé son argent personnel et celui de son activité. Une salariée me disait qu'elle avait compris une clause qu'elle n'aurait jamais osé questionner. Une mère me disait qu'elle venait d'ouvrir son premier compte à elle seule. Et à chaque fois, je sentais la même chose. Ce travail était petit peut-être, mais il était vrai. Il ne reposait pas sur une posture. Il reposait sur une nécessité. 2 ans ont passé depuis la nuit où j'ai pleuré seule dans notre chambre. Aujourd'hui, mon entreprise existe. Elle est encore modeste, mais elle existe. J'ai 3 collaboratrices. Nous travaillons dans un bureau que je loue dans un quartier que j'aime. 2 jours par semaine, j'anime des ateliers dans des associations. Le reste du temps, je structure, j'accompagne, j'écoute, j'apprends encore. Je ne suis pas devenue riche. Ce n'est pas une success story faite pour impressionner. Mes revenus sont encore mesurés. Mes journées sont pleines. Mes responsabilités aussi. Mais chaque matin, je me lève en sachant pourquoi. Et cette sensation-là change tout. Patrick a refait sa vie. Moi aussi, d'une certaine manière, mais pas dans le sens où on l'entend d'habitude. Je n'ai pas reconstruit ma vie autour d'un nouvel amour. Je l'ai reconstruite autour d'un nouvel axe. Moi, je ne garde pas de rancœur brûlante. Ce n'est pas de la sagesse parfaite. C'est autre chose. J'ai compris avec le temps que Patrick m'avait peut-être aimé à sa manière. Mais certaines manières d'aimer sont faites de confort, de possession, d'habitude, de centralité. Ce ne sont pas des manières qui laissent assez de place à l'autre pour respirer. Et moi, de mon côté, j'avais accepté de rétrécir. Il n'avait fait que s'habituer à l'espace que je lui laissais. C'est une vérité difficile, parce qu'elle oblige à sortir du rôle de victime pure. Et pourtant, c'est la seule vérité qui m'a rendu libre.
Tant que je le voyais uniquement comme l'homme qui avait tout détruit, je restais lié à lui. Le jour où j'ai compris que j'avais aussi participé à ma propre disparition en appelant cela de la paix, j'ai récupéré du pouvoir. Ce que j'ai appris, la seule chose que j'aimerais laisser ce soir à celle qui me ressemble, ce n'est pas qu'il faut partir au premier choc. Ce n'est pas qu'il faut tout renverser. Ce n'est même pas qu'il faut se battre dans le bruit. C'est que se taire n'est pas la paix. Se taire, longtemps, c'est une dette. Une dette qu'on contracte envers soi-même. Chaque fois qu'on minimise ce qu'on ressent, chaque fois qu'on accepte qu'on décide à notre place de ce qui est possible pour nous, chaque fois qu'on remet à plus tard la conversation essentielle avec notre propre vie. Et cette dette-là, tôt ou tard, elle se présente. Parfois sous la forme d'une trahison. Parfois sous la forme d'un enfant qui vous dit la vérité en face. Parfois sous la forme d'un vieux cahier retrouvé au fond d'un carton. Et parfois, simplement, sous la forme d'une tasse de café renversée sur une nappe blanche. Ce matin-là, avec Patrick, ce n'était pas le moment où j'ai craqué. C'était le moment où j'ai arrêté de me mentir. Je n'avais pas attendu d'être sauvée. J'avais attendu d'être prête. Et être prête, ce n'est pas spectaculaire. Ça ne ressemble pas à une héroïne de film. Ça ressemble à une femme assise devant un écran, dans une maison où on ne l'écoute plus vraiment et qui relève les yeux quand on lui demande ce qu'elle fait. Ça ressemble à une voix calme qui dit simplement « Oui, oui, c'est mon projet. Oui, c'est ma vie. Oui, j'ai le droit. » Et parfois, toute une existence commence à se réparer à partir de ce mot-là. Pendant longtemps, j'ai cru que ma force, c'était de tenir. En réalité, ma force a commencé le jour où j'ai cessé de confondre endurance et disparition. On parle souvent des femmes qui partent comme si elles fuyaient quelque chose. Moi, je sais aujourd'hui que je n'ai pas fui, je suis revenue. Revenue vers mon nom, vers ma voix, vers cette part de moi que j'avais laissée, s'endormir pour que tout le reste continue. Et s'il y a une vérité que je garde de toute cette histoire, c'est celle-ci. On ne perd pas toujours sa vie d'un seul coup. Parfois, on la perd en silence. À force de petites concessions qu'on appelle maturité, patience, amour, stabilité. Jusqu'au jour où l'addition arrive. La mienne est arrivée avec une tasse de café. Et pour la première fois, je ne me suis pas levée pour nettoyer. Je me suis levée pour partir. Et surtout, pour me retrouver. Si cette histoire t'a parlé, ou si elle t'a rappelé quelqu'un, raconte-le en commentaire. Et si tu aimes les récits vrais, profonds, qui laissent une trace, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine histoire.